C'est la question à 1 million d'euros. Comment trouver du sens au travail ? Bienvenue dans Soif de sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à retrouver foi en l'humanité et incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille Laurent Paulet de Primaveras, avec ou sans le S on peut dire, qui est partenaire de cette vidéo pour parler de sens au travail. Voilà, de burn-out, des fantasmes autour de la reconversion et comment trouver ou retrouver du sens au travail. Salut Laurent. Salut Pierre. Ça va bien ? Ça va bien. Alors je te présente en 10 secondes. T'es prof en gestion d'équipe, en management à Centrale Paris, directeur pédagogique et surtout cofondateur de Primaveras, donc, qui est une école pour t'apprendre à reprendre le contrôle sur ta carrière, pour faire de meilleurs choix. Et donc le but aujourd'hui, c'est de mieux comprendre pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde du travail. Je crois que tu as un ou deux petits coups de gueule à passer à ce sujet. De parler aussi des fantasmes qu'il peut y avoir autour de changer de métier, de tout plaquer pour aller élever des chefs dans le Larzac ou en tout cas se reconvertir. Et justement, vous partagez plein de conseils pratiques pour mettre en place des changements, grands ou petits parfois, ça suffit en fait, pour retrouver du sens au travail. Ça te va comme programme ? Ouais, c'est très complet. Je ne sais pas si on va pouvoir tout dire. On va essayer. Pour commencer, je voudrais qu'on parle de 2 anecdotes de ta carrière, Laurent. Justement, un peu opposées. L'une où, clairement, il y avait très peu de sens. Et une autre situation où, au contraire, tu t'es dit « Purée, mais je suis trop à ma place ». La première, c'est que tu as fait carrière. Avant, tu as bossé une dizaine d'années, je crois, dans 2 grands groupes du CAC 40. Comme manager d'équipe, tu as adoré la gestion d'équipe. Et du coup, plus tu gravissais les échelons, plus tu gérais des équipes de plus en plus grandes. Donc toi, tu étais trop content. Sauf que, surtout dans les grandes entreprises, plus tu montes, plus il y a des luttes de pouvoir. Et ça, c'est pas forcément ton kiff à toi. Et par exemple, est-ce que tu peux nous raconter le jour où tu t'es retrouvé en réunion de projet avec toute ta hiérarchie, donc je crois que tu es 3 supérieurs hiérarchiques, et en fait, ça s'est un peu transformé en tribunal contre toi, quoi. Oui, effectivement, c'est pas un bon souvenir, mais non, désolé de commencer par ça. Mais bon, c'est des situations que je pense beaucoup peuvent vivre à un moment quand quand il se trouve que tu prends des responsabilités de directeur, etc., etc. Eh bien, on te confie des projets et on m'avait confié un projet qui était en déperdition, qui se passait très très mal et effectivement, exactement. Sauf que très rapidement, après que j'ai pris un peu en main ce projet, il était suivi de très près et effectivement, je me souviens de ce moment au dernier étage du siège social avec le N+1, le N+2, le N+3 pour présenter la situation qui était extrêmement dégradée et ce sentiment de solitude. Il faisait semblant de découvrir que le projet allait dans le mur alors qu'il te suivait au quotidien, quoi. Absolument. Voilà, ça a été un peu le point de départ, le déclencheur de me dire s'il faut manœuvrer dans ces cercles de pouvoir à haut niveau, ça suppose, on va dire, un comportement, une manière de faire qui moi me correspondait pas. Et parce que pour reformuler, pardon, il le dit de manière assez humble, mais en gros, ils t'ont jeté au lion pour sauver leur peau et leur image auprès de leur boss à eux, quoi. Oui, en fait, fallait trouver quelqu'un pour porter le chapeau. Et donc ça a été le départ d'une réflexion de nouvelles routes. En parallèle du coup de ce boulot que t'aimes et qui en même temps est parfois toxique, il y a un ami qui te propose un peu par hasard de donner une journée de cours à des ingénieurs de centrale, justement sur la gestion d'équipe, puisque t'adores ça. Et donc tu poses un jour de congé. Donc déjà, ça montre que vous n'êtes pas obligé de tout plaquer pour commencer à essayer de retrouver du sens dans votre quotidien. Et en l'occurrence, là, tu as avancé sur 2 tableaux en parallèle. Et donc, tu donnes cette journée de cours. Et à la fin de la journée, du coup, tous les élèves t'applaudissent. C'est une standing ovation. La foule est en délire et tu fais des dédicaces. Bon, j'exagère un petit peu, mais... Oui, un petit peu quand même. Non, mais en tout cas, tous les élèves t'applaudissent. Et je sais que j'ai déjà donné des cours à Pau, par exemple, ou dans le supérieur. Et ouais, c'est très rare que les élèves t'applaudissent, quoi. Donc soit je suis très nul, soit t'es très fort. Je préfère penser que t'es très fort. Mais même quand j'étais étudiant, je sais que c'est... j'ai pas énormément de souvenirs où tout le monde applaudissait un intervenant. Et justement, toi, ça a été un moment fort pour toi, émotionnellement notamment. Et surtout, tu t'es dit, je suis à ma place. Il paraît que tu avais même la larme à l'œil.
Eh oui. Oui, en fait, pour la petite histoire, il se trouve que quand j'étais au lycée, je voulais être prof. Ok. Je voulais enseigner les langues. Bon. Loupé. Ah oui, on m'a dit, bon, comme t'es pas trop mauvais en maths, allez, tu vas faire une filière. À l'époque, c'était S. Bon, bah ok. Et puis après, tu pourras choisir. Et puis, on continue jusqu'à la terminale. Et puis après, non, bah, tu vas faire les classes préparatoires parce qu'après, bah, tu pourras choisir. Bon, finalement, j'ai jamais choisi. Et voilà, cet intérêt pour l'enseignement, il était présent, mais il n'avait jamais pu s'exercer. Puis le hasard d'une discussion, en effet, avec un ami me dit, bah, tiens, toi qui aimes le management, on cherche justement quelqu'un pour parler de ça. Et donc, bah, j'ai dit oui. Je l'avais jamais fait, mais j'ai dit oui, pourquoi pas. Et donc, en effet, cette journée... T'as pas hésité? Pas une seule seconde. Et en effet, ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est que j'attendais les élèves en disant oui, on a bien compris le management. Oui. En fait, les appréciations, même celles qui m'ont été envoyées après, ne portaient que sur ma manière de communiquer, de transmettre. Ça n'a rien à voir avec le contenu une sorte du d'enthousiasme cours, qui finalement était déconnecté du contenu du cours. Oui. Et donc, ben voilà, je me suis dit tiens, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et ça a été le début d'une seconde partie de vie, puisque pas tout de suite, mais progressivement, eh bien, j'ai pris des responsabilités pédagogiques à l'école centrale Paris, qui est aujourd'hui l'école centrale supérieure. Pédagogique maintenant. Exactement. C'est du grand bonheur, c'est de pouvoir partager ce que j'ai aimé pratiquer pendant de longues années dans ma carrière à des étudiants qui s'y intéressent. Et donc, de temps en temps, je suis encore applaudi, mais mon objectif n'est pas celui-là. C'est de transmettre, en fait, si on est sur le sujet du sens, c'est de pouvoir transmettre aussi à ces jeunes un regard sur les sujets liés aux enjeux humains, aux enjeux sociaux, sur l'importance qu'il y a à parfois mettre un peu de côté la rationalité, la logique, le côté un peu froid qu'on peut avoir dans le travail pour remettre de l'humain, de la chaleur. Mes élèves d'il y a quelques années me témoignent qu'en fait, non pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis des contenus, l'importance qu'a eu pour eux d'entendre parler de la communication, de la motivation, de la délégation, de la relation en amont, certes de façon un peu académique quelque part, mais une fois dans la vie réelle, ils se disent bah tiens, ça m'est utile. Ça m'est utile, c'est clair. Donc pendant 3 ans, je crois, tu as continué à donner des cours en parallèle de ce job, je ne sais pas si on peut dire toxique. Il l'était un peu quand même à partir d'un moment, oui. Ok, c'est bon, on a le label. Et donc notamment avec tes étudiants, mais aussi autour de toi, du coup, tu réalises qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en quête de sens professionnel. Et ça s'explique en fait avec la croissance, non justement la réduction souvent des effectifs, les gens qui sont en sous-effectifs, c'est dur à dire, avec ces managers qui sont pas forcément formés, avec le culte de la performance. Du coup, il y a de plus en plus forcément de burn-out, de désengagement et de crise de sens. Et tu avais envie de pousser un coup de gueule justement autour du double discours, un peu même complètement hypocrite, de beaucoup d'entreprises ultra-libérales qui, forcément, il n'y a pas forcément de problème à ça, mais courent après la rentabilité, mais se revendiquent humanistes. Il y a ce double, en effet, discours qui fait que d'un côté, on se préoccupe de ce qu'on appelle le sens au travail, inviter les collaborateurs, notamment les managers à qui on demande beaucoup de choses, de la bienveillance, de l'écoute, de l'attention à leurs collaborateurs. Mais en fait, face à cela, la logique de la performance, la logique financière, continue à être dans la recherche de l'optimisation. Il y a une tension qui se crée, il y a forcément un moment de pincement. Ça se produit pour les managers, mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est que ça touche toutes les personnes qui sont en situation de responsabilité. Il y a une tension entre les deux. Et c'est de là que vient très souvent les mots MAUX, l'épuisement, le bore-out, le burn-out. Enfin, voilà, on a tout un tas de phénomènes qui sont des symptômes en fait de cette tension d'un monde du travail qui se dégrade. C'est sûr que si tu es obligé de rendre des comptes à des investisseurs ou à des actionnaires, voire si tu es coté en bourse, en plus c'est tous les trimestres, tu as beaucoup plus de pression sur les résultats. Et donc il y a cette tension un peu permanente entre l'humain et la performance. Mais ce mode de fonctionnement qui d'ailleurs touche aussi les administrations, c'est pas quand on parle d'une logique de la performance, on voit bien présente partout avec les événements qu'on a eu récemment dans le monde hospitalier. Et donc il y a une tension qui se crée qui fait que bien faire son travail d'une certaine façon, le faire correctement, est antinomique avec les objectifs, la pression que soit les managers ou l'organisation dans son ensemble peut exercer. Je pense qu'en effet, à un moment, il va falloir oser dire les choses. C'est qu'on ne peut pas prêcher d'un côté sur l'amélioration, le sens au travail, le bien-être au travail, et d'un autre côté, laisser en l'état des modes de fonctionnement qui épuisent les collaborateurs, quel que soit leur niveau de qualification d'ailleurs. Et c'est vrai que toutes les discussions tournent souvent autour des objectifs. Le chiffre est omniprésent et donc c'est pas que cet aspect de recherche de la performance, mais c'est aussi toute l'abstraction qui va avec.
En fait, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent uniquement sur des données, sur des chiffres, sur de l'abstrait. Bien évidemment, plus particulièrement ceux qui ont fait des longues études et qui ont accédé justement à cette capacité à manipuler de l'abstraction. Sauf que manipuler de l'abstraction et des tableaux et donc être sur l'ordinateur à longueur de journée, pour faire simple, là, on a vraiment un phénomène de perte de sens parce qu'on manque de concret, on ne voit pas à quoi on contribue. Concrètement, toute cette manipulation de chiffres, ça sert à quoi? Peut-être certains ne voient jamais le produit final, une certaine forme d'abstraction et de perte de lien avec le réel. Avec le télétravail, tu as une mise à distance. Et en effet, je fais partie de ceux qui disent attention, le télétravail, c'est effectivement une bonne chose parce que certains collaborateurs y trouvent un confort et un meilleur rythme, mais il y a quand même aussi un élément extrêmement préoccupant qui est la perte de lien dont on a tous besoin. Alors, est-ce que c'est un lien qu'il faut 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine? Je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais en tout cas, il faut du lien. Du coup, on a l'impression que tout va plus vite. Est-ce que toi, tu parlerais de culte de la performance? Je dis même qu'il y a une accélération du temps. Enfin, je dis, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a beaucoup de gens. Voilà, il y a une accélération du temps. Et dans le travail, cette accélération du temps conduit justement à cette omniprésence donc de la mesure, de la performance, de la comptabilisation. Souvent, il y a aussi un manque de vision. Parce que si la vision de la boîte, c'est juste d'enrichir les actionnaires, bah oui, tu te dis, ok, j'ai fait toutes ces études juste pour enrichir un mec que je connais même pas. Et c'est à ce moment-là qu'on va le plus souvent, je pense, parler du sens, qui est un mot important pour un manager. C'est le sens, c'est un peu donner la direction, si on est tout simplement sur une question de sémantique. Mais on en a tous besoin, en fait, de ce sens-là. Et ça n'est pas forcément que le sens qui sous-entendrait qu'on participe à l'amélioration des conditions de travail ou Musk, c'est une vision super forte qui n'est pas du tout écolo, mais ok, on va aller sur Mars, quoi. Bien évidemment. Ça, c'est un truc qui peut motiver des troupes. On sait très bien que dans les organisations, il y a besoin d'embarquer des équipes sur une vision, sauf que avec ce culte de la performance, avec cette abstraction omniprésente, on finit finalement par perdre cette vision et donc du sens de ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Et en effet, c'est de là que viennent un certain nombre de décrochages, on va dire, de salariés dans le monde du travail. Et je tiens vraiment à souligner, c'est y compris dans le monde associatif, y compris dans l'administration et la fonction publique. Tous les univers professionnels aujourd'hui sont marqués par ces ingrédients. C'était important pour moi j'étais ravi de voir qu'on partageait ce constat sur le monde du travail pour montrer que c'est pas juste des problèmes individuels, mais qui découlent de problèmes systémiques plus grands. Ce qu'on fait souvent sur la chaîne, de faire le lien entre l'individuel et le collectif. Tu as raison, et d'ailleurs, pour le souligner, quand tu dis l'individuel, c'est qu'on peut arriver à un schéma où des personnes se remettent en cause elles-mêmes et perdent confiance en elles du fait que l'environnement ne crée pas les conditions pour qu'elles puissent globalement être motivées. Ça conduit du coup à des troubles psychologiques, alors que l'organisation en est probablement la première responsable. Alors des fois, c'est les gens qui sont vraiment pas à leur place, mais souvent, c'est souvent des problèmes individuels qui découlent de problèmes bien plus grands dont on n'a pas forcément conscience. Et du coup, pour moi, c'est important de pointer du doigt le fait que ce soit systémique parce que, ça permet de remettre les organisations, et pas que les entreprises, on l'a dit, face à leurs responsabilités. Deux, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle, mais si du coup, on fait tous la chaise musicale, en fait... ça va pas résoudre le problème, quoi. Tu vas juste te retrouver dans un autre job où tu seras en mal-être. Du coup, c'est aussi pour dire que l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs, on va en parler. Et du coup, des fois, ça vaut le coup d'essayer d'améliorer les choses au sein de son poste de travail ou de sa structure. Et enfin, 3, surtout, ça permet de déculpabiliser, quoi. Ça résout pas votre quête de sens professionnel, mais au moins vous dites ok, je suis pas seul, je suis pas bizarre, anormal ou quoi. En fait, on est des millions à souffrir au travail. Donc voilà, c'est dur de le voir comme un truc positif, mais ça peut soulager aussi des gens qui se disent que c'est leur faute, quoi. À partir du moment où on met les mots sur ces marqueurs de la dégradation du monde du travail, je pense qu'on aura fait un grand pas. Le problème, c'est souvent qu'il y a un petit peu la politique de l'autruche pour essayer de regarder les aspects qui parfois sont un peu du washing, mais là, c'est plutôt du social ou de human washing, alors que je pense qu'on gagnerait beaucoup à nommer justement ces facteurs qui dégradent les conditions de motivation au travail. Mais on n'en est pas encore là. Il y a des signaux
qui peuvent, dans certaines organisations, faire qu'on parle de risques psychosociaux ou on commence à verbaliser les choses. Mais on en est au tout début parce que parfois c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire que parler, voilà, j'étais dernièrement avec un DRH, bon, on va faire une formation, mais on ne va pas dire que c'est sur les risques psychosociaux parce que ça voudrait dire qu'il y en a. Ah oui, mais à un moment, voilà, il faut peut-être un secret pour les dire que salariés, c'est une possibilité. Bien sûr, il y a vraiment un peu une hypocrisie, ne serait-ce que dans le vocabulaire. Ouais. Donc, ça va mal dans le monde du travail. Du coup, il y a plein de gens en crise de sens et en quête de sens professionnel et qui du coup cherchent du sens. Et petite anecdote gênante, du coup, j'avais donné une conférence sur le sens au travail. Et donc, j'avais surtout parlé d'entreprises sociales ou d'ONG. Et en fait, à la fin de la conférence, il y avait plein de gens qui étaient hyper frustrés parce que j'avais pas du tout évoqué, eux, potentiellement leur travail. La plupart des gens ne travaillent pas dans l'économie sociale et solidaire. Et donc je m'étais complètement planté là-dessus parce que j'avais pas adressé leurs besoins à eux. Et évidemment, on va en parler, que tu peux avoir du sens, retrouver du sens au travail, même si tu bosses pas dans quelque chose d'intérêt général. Bref, tout ça pour dire que le sens au travail, ça peut vouloir dire plein de choses selon les gens. Toi, avec tous les gens que vous accompagnez, c'est quoi un peu les différentes acceptions, définitions selon les gens de retrouver du sens au travail? Ouais, c'est un vrai sujet. On voit beaucoup de publications, beaucoup justement de conférences ou d'interventions sur ce thème du sens. Alors, si on se place du point de vue de la personne, en effet, dans l'exemple que tu cites, j'ai par exemple le souvenir de Tanguy qui travaillait dans une ONG, donc dans l'humanitaire et en Afrique. Et en fait, le but était de déployer des écoles, en fait, voilà, de soutenir l'éducation des enfants dans ce pays. Okay. Sauf que, en tant que chef de projet, il était harcelé par sa hiérarchie pour des questions administratives, de reporting, une pression budgétaire énorme. Et pourtant, on n'est pas, voilà, on est dans une ONG, donc on est dans un statut qui nous quelque part prémunis d'un certain nombre de dérives financières. Et donc, vu de l'extérieur, on pourrait se dire, mais voilà, la cause pour laquelle il travaille, elle est parfaitement noble et elle a du sens. Sauf que lui était totalement en épuisement et voulait sortir complètement de ce milieu. Donc, comment je le décris ? Il y a eu plein d'études. Les économistes ont essayé de qualifier le sens au travail, les sociologues. Moi, j'aime bien le point de vue de ce qu'on appelle la psychodynamique pour faire un peu savant et donner un peu de contenu. Ça fait un peu, voilà. Mais bon, voilà, on pourra le réutiliser, dans les salons. Elle dit quoi, la psychodynamique ? Elle dit que justement, dans le sens au travail, il y a effectivement l'utilité. Moi, dans mon travail, je contribue à quoi ? Ce que je fais, ça participe à quoi ? Ça s'inscrit dans quoi ? Quelque part un peu dans le monde. La finalité de qu'est-ce que ça produit ? C'est la finalité. Donc ça, c'est le premier niveau et c'est celui dont tu parlais quand on est sur justement l'associatif, parce qu'on se dit, il y a une cause, il y a un sens en termes de finalité. Ouais. Mais il y en a deux autres, en fait, qu'il faut ajouter. Le suivant, c'est, on va l'appeler la reconnaissance. Globalement, c'est l'intégration dans un collectif. C'est pas que la reconnaissance du manager, c'est une forme de fierté de ce que l'on accomplit dans le travail, parce que on est intégré on n'est jamais seul dans le travail, on interagit toujours avec des clients, avec des collègues, avec peut-être des partenaires. Bref, c'est cette intégration dans le collectif qui participe aussi à la construction du sens. Et ça signifie que je suis reconnu par mes pairs, PAIR, que ce soit N+1, N-1 ou N, pour ce que j'accomplis en tant qu'être humain. Et puis, il y en a un troisième levier qui est, lui, vraiment au niveau de l'individu. C'est concrètement ce besoin que nous avons d'apprendre, de ne pas répéter les mêmes gestes. Donc tu vois, il y a ces trois niveaux. Le premier, c'est celui sans doute dont on parle le plus, et bien évidemment, il est complètement d'actualité, mais il n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette capacité de discernement, de ne pas considérer que si une case n'était pas cochée, il suffit de la remplacer pour que tout aille bien. Et en fait, non. Voilà, il y a besoin des deux autres conditions. Il y a besoin d'une fierté de ce que l'on accomplit et de grandir quelque part dans son poste de travail. Oui, moi, je me souviens très bien au début de ma quête de sens professionnel où j'étais là. Je découvrais par exemple le microcrédit et voilà, peut-être des personnes à sortir de l'extrême pauvreté en leur faisant un prêt bancaire pour devenir entrepreneur. La finalité est géniale, mais au quotidien, voilà, c'est étudier, c'est faire des Excel de finance, quoi. Bref. Oui, et sachant que même dans ces métiers à impact positif, effectivement, tu as donné un exemple, c'est souvent loin d'être idyllique, aussi parce qu'il y a moins de moyens, donc tu peux être moins bien payé, faire beaucoup plus d'heures sup, tu as pas mal de burn-out, surtout que c'est des métiers passion, donc vraiment... je sais pas, c'est en train d'aider des personnes SDF ou des réfugiés, ouais, tu comptes pas tes heures, mais sauf que du coup, tu peux aussi avoir pas forcément du management, enfin, il peut y avoir du management abusif, mais aussi du coup, une absence de cadre et un peu d'amateurisme, parfois dans le milieu associatif, qui heureusement se professionnalise, mais bon, il y a du retard à rattraper, qui fait que,
dans ces métiers-là aussi, il y a beaucoup de gens qui se crament, quoi. Ok, donc là, on a bien planté le décor. Du coup, on va parler. On a planté un décor. Il faut définir on le est allé problème dans le dur, avant de parler des pistes de solutions. Mais du coup, oui, comment retrouver du sens au travail? Pour moi, un des trucs les plus importants et qui donne aussi des clés, c'est de déconstruire pas mal de fantasmes qu'il y a en fait autour notamment de la reconversion professionnelle et du sens au travail. Le premier fantasme, c'est qu'il faut forcément quitter ton job. Enfin, limite, maintenant, c'est cool de poser ta démission. Alors que peut-être tu as simplement besoin de passer au 4/5e, de changer de boss ou d'apprendre à te faire respecter par tes collègues et d'oser. Bon, c'est aussi peut-être parce que ta fiche de poste est mal définie, par exemple, mais de dire à ton collègue bah non, désolé Jean-Michel, en fait, je vais pas faire ce que tu me demandes parce que ça, c'est ton boulot, c'est pas le mien, quoi. Par exemple, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette femme que vous avez accompagnée qui est passée au 4/5e tout en restant dans son job, donc, mais qui, à côté, monte son one-woman show et fait du stand-up? Oui, alors c'est des histoires comme celle-là, on en croise beaucoup en fait, qui sont au point de départ des situations dans lesquelles justement la personne va considérer que puisque ça va mal, il faut changer et tout changer. Tant qu'à faire. Et donc, dans la réalité, les personnes s'aperçoivent que les changements à opérer sont peut-être pas aussi radicaux que cela, et que l'équilibre, sans que ça soit l'épanouissement radieux qui est parfois promis dans certaines communications, mais juste une question d'équilibre, de restauration d'équilibre, peut passer par des ajustements dans son poste de travail. Alors, dans l'exemple de Dorothée, c'est une chef de projet, elle travaille dans un grand groupe sur des transformations digitales et autres, et donc elle voit plus finalement son rôle, en tout cas le sens, j'allais dire, de son propre rôle. Et elle met en exergue un goût qu'elle a pour l'humour, en tout cas pour le spectacle, pour la scène. Et de façon extrêmement courageuse, d'une certaine manière, mais extrêmement simple, elle décide de réduire son temps de travail, donc de passer à 4/5e. Donc elle conserve son poste à l'identique avec un aménagement. Et elle se consacre dans la journée, pour elle, d'une certaine façon, à monter un spectacle, donc un one-woman show. Et elle fait un travail d'exploration où elle rencontre justement des artistes qui font ce métier-là à plein temps pour cela, pour essayer de se réserver cette bulle quelque part d'équilibre. Et dans cette histoire, en fait, ce qu'on observe, c'est que ce rééquilibrage lui permet d'accepter de mieux vivre le temps qu'elle consacre dans son entreprise sur ces projets dont elle ne voyait plus le bout d'une certaine manière, ni la direction. Et donc des histoires comme celle-ci, j'ai aussi cet informaticien qui décide, lui, de lancer un blog pour écrire des poèmes. Finalement, cette action périphérique, d'une certaine manière, extra-professionnelle, suffit à ce que ses journées de travail lui paraissent plus vivables d'une certaine manière. Parce que du coup, il n'a rien changé dans son métier, lui. Il n'a rien changé dans son métier. Alors, c'est vrai que ce type d'histoire, on peut se dire, vu de loin, c'est facile, il n'a pas besoin... Oui, il ne devait pas être tant en souffrance que ça au travail. Exactement, on peut se dire, pourquoi autant de réflexion, pourquoi autant de... Sauf que quand on est dans une situation où on est dans le flou total, où on n'a pas de point de repère, où justement, on n'est pas forcément aidé autour de soi, eh bien, ça demande un réel effort. Et justement, comme très souvent... la promesse qui semble être la bonne, c'est celle de changer du tout au tout. Eh bien, la marche est tellement haute qu'en fait, ça inhibe l'action. De dire, mais en fait, c'est trop, je prends trop de risques, je pourrais même perdre en revenus. Il y a tout un imaginaire derrière la reconversion. Je trouve ça dommage parce que parfois, il suffit d'ouvrir un peu ce champ des possibles de manière plus modeste, très clairement. Mais c'est l'efficacité qui compte, c'est pas l'ampleur du changement, c'est l'efficacité et l'équilibre et le bien-être de la personne. Et oui, c'est vrai que c'est quand tu as la tête dans le guidon, tu te rends pas forcément de... Puis il y a des gens qui font peu d'introspection, qui ont du mal à se connaître eux-mêmes et quels sont leurs besoins et leurs valeurs. Et j'imagine que là, pour la peine, l'exemple du blog, c'est génial si ça le nourrit, mais que ça n'a pas forcément changé du tout au tout. Mais au moins, si ça a permis de mieux vivre au travail et surtout de nourrir un besoin de créativité qui peut-être... quand il n'était pas satisfait, faisait qu'il était en souffrance au travail et que du coup, il ne l'est plus. Et encore plus pour celle qui... Dorothée, je crois, tu disais, qui fait son one-woman show, où là, tu te permets de vivre un rêve tout en restant dans ton boulot. Donc, à la fois, tu as la sécurité financière et la stabilité et la continuité. Et à la fois, du coup, ça met plus en lumière en fait, ce que tu aimes dans ton boulot parce que tu n'as plus ces gros points de souffrance qui cachent le tableau, quoi. Puis j'imagine que pour ces personnes, même quand c'est des petits changements qui peuvent paraître anodins de l'extérieur, c'est aussi le rapport à son travail qui change parce qu'on se dit
on se réapproprie en fait son histoire et ok, c'est moi qui crée les règles du jeu. Et ça, il y a plein d'études qui le prouvent que quand on est acteur, on est plus heureux en fait. Oui, effectivement, c'est là que ça se joue. Je suis souvent interrogé par des journalistes qui viennent à notre rencontre, qui nous disent, voilà, si vous aviez des témoignages justement un peu exemplaires, emblématiques de reconversion. Ouais. Mais en fait... Je t'en ai demandé aussi. Oui, et c'est un peu normal parce que ça parle à tout le monde. Ouais. En revanche, ça parle beaucoup moins, ces petits changements. Mais c'est vraiment une manière de regarder... son rapport au travail, comme tu l'as dit. C'est vraiment de là que tout part. Après, chacun construit son virage à plus ou moins grande amplitude. Ouais. Dorothée, c'est un temps partiel pour faire autre chose à côté. Pour Mathieu, c'était une activité extra-professionnelle. Et on a toutes ces situations qui ne sont pas forcément, on va dire, ne font pas rêver, en tout cas ne feront pas la une des magazines. Ouais. Mais je pense que c'est là que se trouve la réalité de l'enjeu de la reprise en main de son rapport au travail et donc du sens qu'on donne à son travail. Parce que au lieu de subir, tu choisis. Exactement. Le deuxième fantasme qui est lié, mais c'est qu'au-delà de quitter son travail, il faut une rupture vraiment radicale pour passer d'un métier de bureau, par exemple, à ok, je vais devenir agriculteur ou monter ma start-up ou je sais pas, ouvrir une maison d'hôtes. Ça, c'est assez cliché. Alors qu'en fait, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'aller autant à un autre extrême. Est-ce que tu peux nous raconter justement l'anecdote d'Olive que vous avez accompagnée, qui était ingénieur, qui faisait du conseil et qui détestait ça? C'était Odile. Ah, ok. Je me disais, Olive, c'est bizarre comme prénom pour une femme, mais pourquoi pas? Oui, c'est donc cette jeune ingénieure qui, ne sachant pas très bien quoi faire à la sortie de son école, s'est dit, bon, je vais aller dans le conseil. Voilà, Ouais. je vais faire du conseil en stratégie. Voilà, c'est du non-choix. Au moins, après, je pourrai toujours choisir et je verrai plein de choses. Et forcément, dans tout ce que je vais voir, je vais trouver enfin la voie qui m'attend. Mais en fait, pas du tout. Elle est voilà, je pense qu'il y en a beaucoup dans tes auditeurs qui doivent se reconnaître. Et voilà, épuisement et ras-le-bol. Et puis, elle quitte son boulot et voilà, elle fait un travail pour essayer de trouver, d'une certaine façon, sa voie. Et du coup, elle part sur une hypothèse radicale au départ, qui est de se dire, mais j'ai le goût pour le bon, pour les aliments de qualité, et quelque part, la pâtisserie, ça répond à cela. Ouais. Elle fait le choix de commencer à se renseigner pour même suivre un CAP pâtissier, pâtissière en l'occurrence. Il y a beaucoup de gens qui ont ce fantasme des métiers manuels absolument. Et parfois fondés, mais parfois c'est juste un fantasme. Justement, elle s'aperçoit grâce à un travail approfondi qu'en fait, il y a un côté en plus commerçant dans le pâtissier. Elle a ce profil commercial, voilà, un tempérament commercial très relationnel. Alors qu'ingénieur, elle met le doigt sur cette aptitude d'une certaine façon. Chemin faisant, elle se rend compte qu'en fait, c'est pas tant la pâtisserie en tant que telle, l'aliment qui l'attire, mais effectivement, c'est davantage de l'alimentation saine, équilibrée, et la fin de l'histoire, pour te donner la chute, fait qu'elle va rejoindre un groupe agroalimentaire qui travaille dans les compléments alimentaires, et elle prend un rôle de commercial. Voilà, et donc au bout d'un an, après avoir été embauchée, il se trouve qu'elle est élue meilleure commerciale de France. Rien que ça. Voilà, elle fait mieux que ses collègues commerciaux. Alors qu'elle n'est pas du tout formée à ça à la base. Alors qu'elle n'est pas du tout formée du tout à la base. En plus, elle a réussi à convaincre les gens de l'embaucher alors absolument. C'est pas son métier à la base. C'est une histoire qui est belle à raconter parce qu'il y a eu plusieurs étapes, et notamment au milieu, cette étape un peu radicale pour une personne qui a un niveau ingénieur. D'autres font ce choix, comme tu l'as dit, d'aller vers des métiers artisans. Mais la fin de l'histoire, c'est finalement une réorientation, on pourrait dire, mais quand même assez exceptionnelle quand on regarde comment elle a réussi à transformer sa vie. J'ai des frissons parce que j'avais pas fait le lien, mais moi justement quand j'étais au fond du trou en école de commerce, j'avais ce fantasme de devenir prof et en philo et de passer la grecque de philo. Et du coup, j'ai commencé à rencontrer des gens qui préparaient les concours, à faire des révisions, etc. Et du coup, en fait, j'ai vite compris que c'était un fantasme et qu'il y a plein de choses dans la philo que je trouve passionnantes et d'autres, en fait, où je trouve que c'est un peu de la masturbation intellectuelle et que j'avais idéalisé ce métier et qu'en fait, c'était pas ça que j'avais envie de faire. Et du coup, j'avais l'impression qu'il y a la même étape avec elle de pâtissière de tuer son fantasme, de tuer son rêve pour du coup crever l'abcès et trouver pas forcément un entre-deux, mais en tout cas une troisième voie de
c'est quoi mes vrais désirs qui collent avec une réalité, quoi. Alors ceux et celles qui nous écoutent peuvent se reconnaître aussi dans ces tentations qu'on peut avoir, comme tu dis, du fantasme. Il faut quand même dire que c'est largement entretenu par la presse. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est qu'on voit beaucoup de ces histoires qui font envie. Ouais. Comme tu le disais tout à l'heure, d'un métier de bureau à ouvrir une chambre d'hôte dans le Cantal, par exemple, pour faire vraiment dans le cliché. Et souvent, je trouve que c'est notre ignorance qui, du coup, nous mène à faire des choix radicaux un peu absurdes, alors que, voilà, si vous avez un métier qui vous fait rêver, dont vous fantasmez et qui n'est pas le vôtre pour l'instant, n'hésitez pas à aller questionner des gens qui font déjà ce travail, à aller leur donner un coup de main le soir, les week-ends ou quoi, ou de leur poser plein de questions pour voir la réalité du terrain, quoi. C'est comme tous ces gens qui font du droit parce qu'ils pensent qu'ils vont défendre la veuve et l'orphelin, et au final, tu fais de la paperasse et tu défends des grosses boîtes dont tu te fiches, quoi. Donc, ouais, pratico-pratique. Absolument. Je pense que c'est un gain de temps énorme. Et donc la morale de cet exemple d'Odile, du coup, pour moi, c'est que on a tous des compétences cachées qu'on connaît pas, en fait. En fait, on a tout simplement pas forcément appris à se connaître. C'est des compétences qu'on ne se connaît pas, ou c'est tout simplement aussi essayer de mieux discerner l'environnement de travail qui nous va bien. C'est pas forcément se connaître soi, c'est aussi de quel type de conditions de travail, au sens très large du terme, j'ai besoin pour être bien. Est-ce que j'ai besoin d'être, par exemple, dans une petite équipe où j'aime bien les grands projets avec énormément d'interlocuteurs? Ouais. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une hiérarchie très présente, ou est-ce qu'au contraire, j'ai besoin d'espace? Voilà, au quotidien, autour de moi, qu'est-ce qu'il doit y avoir pour que je me sente bien? Le troisième fantasme qu'on a évoqué, mais on va encore remettre une couche, c'est que c'est pas parce que tu bosses pour l'intérêt général que tu vas forcément y trouver du sens. Est-ce que tu peux nous partager l'histoire de cette personne qui travaillait en collectivité territoriale sur des projets écolos en plus, et d'extérieur, tu te dis ça c'est un job où clairement ça te déborde de sens, quoi. Oui, c'est l'exemple de Mélanie qui est dans une collectivité territoriale et elle travaille sur des projets liés à la gestion de l'environnement et de l'eau. Okay. Sauf que dans cette collectivité, elle s'aperçoit que son travail, il est accaparé par l'administration. Les décisions sont hyper longues. Bref, elle se dit, voit pas l'impact, tout simplement. En fait, elle s'aperçoit que le côté humain, le côté relationnel, le côté extérieur quelque part lié au monde du spectacle notamment, l'attire énormément. Okay. Et elle s'est lancée en fait alors non pas dans le spectacle, parce que voilà, il y a des marches à franchir avant de pouvoir aller exercer ce métier, mais de rejoindre des structures de spectacle vivant dans lesquelles elle a un rôle, on va dire, d'organisation, un rôle de chef de projet, qui bien évidemment active des compétences qu'elle avait déjà. On s'éloigne en apparence complètement de la finalité développement durable, mais pour elle, cette contribution-là, elle se sent beaucoup plus à sa place pour exercer son métier dans cet univers du spectacle vivant. Je trouve que c'est un super exemple parce que ça montre à quel point le sens, c'est quelque chose de très intime et de subjectif, en fait. Et que souvent, on va avoir tendance à placarder OK, si t'es trader, t'as forcément pas de sens. Et si tu bosses dans une ONG, c'est forcément le paradis. Non, moi, je sais qu'il y a plein de métiers écolos où je serais hyper malheureux, quoi. Mais parce que je sais que j'ai besoin de faire des rencontres, de vulgariser, d'apprendre des choses et de partager et de créer du contenu. J'adore ça. Enfin, du coup, il n'y a pas que la finalité de l'intérêt général, quoi. Ouais, ça démontre aussi qu'on peut s'éloigner de son diplôme. Pour moi, c'est un autre message de cette anecdote, c'est que souvent, on se sent déterminé par son diplôme. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait cette école, donc il faut que je fasse ça. On voit bien dans l'exemple qu'on cite qu'elle parvient parfaitement à mobiliser les aptitudes, on va dire, qui sont de son niveau d'études, mais dans un contexte qui n'a rien à voir, et avec son diplôme en tout cas. Avec la nuance, effectivement, que forcément, plus tu as fait un diplôme prestigieux, plus c'est facile, et que la reconversion, ça peut aussi rester un luxe pour des gens qui ont eu la chance de faire des études supérieures. Et en plus, plus c'est généraliste, plus c'est facile, effectivement, de se reconvertir, quoi. Moi, je constate plutôt l'inverse. C'est que plus les diplômes sont, on va dire, prestigieux, pour prendre le terme, plus ils marquent l'identité de la personne, et plus il est difficile de désavouer, en apparence, on est bien d'accord, de renoncer au prestige de son diplôme pour aller dans une direction radicalement opposée. Moi, je fais le constat inverse. Après, si t'as pas de diplôme, forcément, c'est plus compliqué de passer de livreur Uber à chef de projet, quoi. Bien évidemment que pour une personne qui n'a peu ou pas de diplôme, la reconversion, ou en tout cas aller vers de nouveaux métiers, peut paraître tout aussi difficile. Mais le marqueur du point de départ n'est pas aussi fort. Ouais. Voilà. Ce qu'on va constater,
constater, c'est que les barrières personnelles sont plus légères. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour des personnes qui sont peu ou pas qualifiées de retrouver un travail. Mais voilà, moi je parle vraiment d'un point de vue presque psychologique, que paradoxalement, ceux qui paraissent sur le CV les mieux équipés ne sont pas forcément ceux qui sont les mieux préparés à pouvoir opérer un changement parce que ils se sentent aussi particulièrement orientés par leur diplôme. Alors soyons clairs, hein, c'est aussi vrai dans le monde de l'entreprise et du recrutement où on a encore des habitudes très attachées au diplôme, c'est-à-dire qu'on recrute des gens qui ont un bon diplôme. Sur la fiche de poste, tu sors d'école, mais il faut que tu aies 10 ans d'expérience dans le secteur. Quoi. Et enfin, il y a 2 autres fantasmes qu'on va aborder plus rapidement, mais est-ce que tu peux nous dire un mot sur le fait que... C'est le podcast des fantasmes. Je ne sais pas si je changerai soif de sens pour le podcast des fantasmes, mais je vais y réfléchir. Sur le fait que, changer de vie professionnelle, ça peut aller super vite et qu'on va forcément perdre de l'argent. Oui, c'est ce qui permet d'ailleurs de justifier qu'on ne bouge pas. Oui. C'est un argument qui permet de se prémunir, même de regarder par la fenêtre, ce qui en fait n'a aucune conséquence. Donc oui, celui sur la durée, c'est de dire, voilà, et c'est logique, on aimerait changer, on aimerait que ça aille vite. On est tous pareils. Si ça va pas, on aimerait plutôt prendre un médicament pour se soigner et plus avoir de douleur que de suivre un traitement un peu plus long. Faire du sport et manger mieux. Voilà. Bon. Donc ça, c'est tout à fait humain. En revanche, dans la réalité, ce qu'on observe, et d'ailleurs ça a été largement étudié, c'est que les reconversions, ça prend 2 ou 3 ans. Voilà, quand elles sont radicales, ça prend à peu près cette durée-là. Alors, c'est quoi 2 ou 3 ans ? C'est pas qu'il se passe rien pendant 2 ou 3 ans. C'est pas ça. C'est pas que la personne reste comme nous dans le canapé et attend que ça tombe tout cuit pour que le nouveau métier arrive. Non, la façon dont ça se déroule, c'est qu'elle est active pendant ces 2 à 3 années. Il faut quand même une période, certes pour changer, mais aussi pour stabiliser sa situation, y compris en termes de revenus, si c'était le cas en termes de pour créer un job plus indépendant ou freelance. Et donc, puisqu'on parlait justement de cette partie ressources financières, c'est un autre des fantasmes qui est se reconvertir, c'est prendre un risque sur ses revenus. Je pense que... Si tu deviens meilleur commercial de France, je pense que tu as du variable dans ton revenu, tu dois mieux gagner. Alors effectivement, dans le cas d'Odile, je pense que c'est un paramètre qui est venu sur le plateau alors qu'il n'était pas, on va dire, la motivation de départ. Alors c'est vrai que les revenus, c'est un point important. On a tous besoin d'un certain niveau de vie. La question n'est pas de le mettre de côté, mais face à cela, moi j'aime bien poser la question, quel est le risque de ne pas changer ? Quand on est dans une situation de mal-être, voire pire, et que la santé en pâtit, je pense qu'il faut vraiment s'interroger pour se dire, est-ce que je préserve ma rémunération et donc je ne bouge pas, et donc parce que j'ai peur de perdre, et donc j'abîme ma santé avec les conséquences que ça peut avoir, comme tu en as parlé précédemment. Il y a plein de gens qui développent des maladies liées au travail à cause du stress, des conditions de travail, de dépression, si potentiellement tu as un conflit au prud'homme derrière, ou si tu es sous antidépresseurs, ou juste des maladies cardiovasculaires. Et puis même sans développer de maladie, juste tu es super malheureux, quoi. Ça aussi, ça a un coût. Et puis pour tes enfants, pour tes proches, c'est du temps que tu récupéreras pas. Et alors bien sûr, il faut mettre ça dans la balance avec l'argent de l'autre côté. Mais... Voilà, et donc dans ces situations-là, le conseil que je pourrais donner, c'est essayer déjà de regarder ce qui peut être fait autrement dans votre travail. En tout cas, surtout ne pas inhiber l'action au motif qu'il y a un risque. Oui, c'est mort, je pense que c'est vraiment la pire des situations. Tu peux quand même tâter le terrain, ça t'engage à rien. Exactement. Ah, t'avais fini. Tiens, dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode, ça nous intéresse carrément, soit en commentaire YouTube, soit en story Instagram, et taguer Soif de Sens et Primaveras, je les repartagerai. Du coup, il y a 10 ans, tu as cofondé cette école Primaveras, où en fait on apprend à faire des choix. Vous vous appuyez beaucoup sur la science des décisions. Et quand tu m'as dit ça, ça m'a beaucoup interpellé, parce que je me souviens très bien que moi j'ai bifurqué du coup pendant mon école de commerce où j'ai fait une année de césure. J'étais donc au fond du trou en audit chez KPMG, donc c'est des commissaires aux comptes, de la compta, quoi. Et je me rappelle très bien du moment où il restait 15 jours pour aller sur l'intranet de mon école et décider si, comme tous mes copains de promo, 6 mois plus tard, j'allais reprendre mon Master 2 et donc très vite arriver sur le marché du travail avec mon stage de fin d'études, ou si je décidais de bifurquer et de faire une 2e année de césure, ce que j'ai fait au final. Et c'était vraiment un moment fort pour moi parce que, au-delà du fait que du coup, ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là et qu'on ne serait sûrement pas là si je n'avais pas pris cette décision, surtout, je me rappelle très bien comme mon premier choix conscient d'orientation, et même sûrement d'adulte en général, où, comme tu disais,
comme beaucoup de gens, si on a des moins bons résultats, on va potentiellement se laisser porter ou être poussé vers des filières plus professionnelles, par exemple, ou des métiers manuels. Si on est plus bon élève, comme dans mon cas, on va plus t'orienter vers des prépas, par exemple. Et du coup, tu te laisses porter, tu as le choix du non-choix, parce que tu es jeune, parce que tu te connais pas trop, parce que tu fais confiance aux adultes, parce que tu joues la sécurité et garder tes options ouvertes, sauf que la vie, elle passe. Du coup, je suis très curieux de comment est-ce que vous faites pour apprendre aux gens à faire des choix. On a une potion magique. Ah ouais. Ah, c'est ça. Bah oui, sinon on n'y Tu peux la arriverait vendre pas. très cher, ça. Une méthode secrète. Le préambule que tu donnes, il est très intéressant. J'ai d'ailleurs des étudiants qui partagent ce même dilemme que tu as traversé et qui sautent le pas. Donc voilà, donc bravo pour avoir sauté le pas. Parce souvent, que moi je sais que ça n'avait pas trop plu à mes parents, et encore j'ai de la chance d'avoir des parents assez sympas, mais tu as aussi cet obstacle-là. Il est évident qu'on n'en a pas parlé, mais dans les points de résistance, l'environnement familial, quel que soit l'âge d'ailleurs, influe beaucoup sur, on va dire, l'aisance qu'on peut avoir à oser regarder par la fenêtre. Allez, je réponds un peu sur la potion magique quand même. Oui. Comment on apprend à choisir? Alors, écoute, je vais prendre une métaphore parce que je pense que c'est la façon la plus simple, didactique d'expliquer. Je pourrais te montrer une notice où on explique comment pédaler sur un vélo. Je pourrais te montrer des dessins avec comment on fait la brasse ou le crawl. Je pense qu'intellectuellement, tu as toutes les aptitudes pour voir à peu près ce qu'il faut faire, les gestes, les mouvements, etc. Bien. Tu as compris intellectuellement. Eh bien, le jour où tu vas monter sur le vélo, même si tu me casser la gueule. Voilà. Et le jour où tu vas sauter dans la piscine, ça peut ne pas marcher tout de suite. Oui. Bon. En fait, apprendre à choisir, c'est un peu ça. C'est mettre en situation, créer, on va dire quelque part, notre manière de faire, c'est créer un immense bac à sable, pour reprendre l'image très enfantine, mais un immense bac à sable dans lequel on crée des conditions pour qu'on expérimente le choix. Alors, ça passe bien évidemment par aussi de la connaissance de soi, mais ça ne se fait pas par des tests. Parce que les tests... On est loin du bilan de compétences écrit où tu es tout seul et c'est du coup intellectuel. C'est intellectuel. Ok, la théorie, ça a des avantages, mais nous, c'est par la pratique qu'on va apprendre à faire des meilleurs choix. Tout à fait. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, pour te donner des images peut-être un peu moins enfantines, on va créer des ateliers collectifs dans lesquels on va faire jouer les personnes sur des thématiques données, sur, on va dire, des manières d'interagir entre elles pour que par elles-mêmes, les mots qui ne viennent pas d'un test, en termes de connaissance de soi, émergent de ces ateliers. Donc ça, c'est sur la partie connaissance de soi. Et quand il s'agit de passer à l'action, de choisir, eh bien, si je peux le dire ainsi, on les force. Alors, on ne les force pas à choisir une direction, bien évidemment. Mais on crée les conditions pour que le passage à l'action soit réellement entrepris pour justement se rapprocher d'une nouvelle situation de travail, d'un nouveau métier, d'un nouvel environnement de travail. Mais de le faire se confronter vraiment à la réalité. Voilà. Quoi. Et de se rendre compte qu'entre ce qu'on avait dans la tête et ce qui se passe dans le réel, en quelque sorte, eh bien, c'est pas pareil. Est-ce que si tu vas négocier un 4/5e, ton boss, en fait, il est hyper ouvert ou au contraire, il veut même pas te recevoir? Est-ce que... Moi, ce qui m'avait marqué, par exemple, quand j'ai écrit mon premier bouquin, Changer le monde en 2 heures pendant mes études, je pensais pas du tout que ça allait devenir mon métier. Moi, je savais que j'adorais écrire, mais je m'étais pas rendu compte qu'en fait, j'adorais entreprendre et monter un projet. Et ça, de découvrir en faisant que ça m'apportait autant de joie, j'aurais pas pu le faire intellectuellement, quoi. Bon ben voilà, notre potion magique, c'est un peu celle-là. Et inversement, si quelque chose te saoule énormément, tu vas vite t'en rendre compte. Même si sur le papier, tu te dis, par exemple, dans mon cas, la philo, c'est génial. Bon, mais en fait, non, j'avais pas envie de repasser 5 ans à passer à grec, quoi. Exactement. Et c'est là où on fait tomber les idéaux, les fantasmes dont on a pu parler à un moment. Dans votre accompagnement, il y a aussi la dimension collective du pair à pair qui est hyper forte et où vous étiez un peu pionnier là-dessus en France. Où voilà, il y a aussi les retours des autres qui, des fois, comme du coup l'ingénieur devenu commercial, je crois que c'est les autres qui, du coup, lui ont fait ce retour que peut-être qu'il y avait quelque chose à creuser autour de l'alimentation et du côté commercial qu'elle ne voyait pas forcément chez elle-même, quoi. Oui, tu parles d'un point auquel moi je suis très attaché. C'est un peu lié à la pédagogie. En général, on va trouver cet aspect collectif. Et l'effet miroir, pour employer le mot, il est d'une puissance redoutable. En plus, avec des personnes avec lesquelles il n'y a pas de lien. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Et donc, il y a une certaine neutralité. On joue énormément là-dessus, et y compris pour le passage à l'action. C'est-à-dire que quand il s'agit d'entreprendre des démarches pour mettre en place un changement,
Eh bien, la solitude peut aussi être nous ralentir. Et le fait de se dire, bah tiens, on est plusieurs à y aller et à rencontrer, aller quelque part les mêmes difficultés, à pouvoir partager les freins. Et puis si tu vois que tout le monde se bouge, tu dis bon, peut-être que je devrais contacter, faire mes devoirs pour accélérer. Oui, il y a un effet d'entraînement, c'est sûr. Ouais. Et puis bon, bah c'est toujours pareil. Une fois qu'on partage les mêmes difficultés, on se sent un peu renforcé et on retrouve de la confiance et de l'énergie quand on le partage avec d'autres. Et donc, c'est quoi un peu les principaux profils des gens qui participent à vos accompagnements? Est-ce que c'est plus des gens qui sont en anticipation, qui sont pas trop bien au travail, mais ça va encore? Est-ce qu'ils sont déjà à deux doigts du burn-out? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est des étudiants, des actifs, des chômeurs, ou des gens qui se sentent enfermés dans leur parcours, comme on disait tout à l'heure? Alors, c'est un peu de tout ça. Pour commencer, on va naturellement avoir la motivation qu'on a suggérée à certains moments sur justement la transition écologique et sociale. Voilà. Cette motivation pour participer plus activement à restaurer les équilibres qui sont détruits aujourd'hui sur notre planète ou dans les liens sociaux, c'est une motivation pour dire voilà, maintenant j'arrête. J'ai décidé que ce que je faisais dans ma vie de tous les jours et dans mon travail n'y contribuait pas et je veux trouver un lien plus direct. Ça, tu vois qu'il y a un mouvement de fond. Alors, je le vois presque générationnellement. C'est-à-dire que depuis maintenant 14 ans que j'ai ce rôle dans l'enseignement supérieur, j'ai vu un changement radical dans les proportions d'expression. Bon, c'est qu'une confirmation. Hein. Tu le savais, tu en es toi-même l'incarnation d'ailleurs. Des fois, tu ne sais pas si c'est juste un micro-phénomène dans ta bulle ou si c'est... Ouais. Une vraie vague de fond, c'est extrêmement flagrant. Bon, je le vois aussi sur les autres générations. Mais voilà, le premier facteur qui peut-être parlera à beaucoup de tes auditeurs, c'est celui-là. Mais il y en a d'autres. Il y a effectivement des personnes qui sont en souffrance, voilà, dans une phase de redémarrage, de relance, après une situation d'épuisement ou de souffrance. On va avoir ce deuxième contexte, donc des personnes qui n'en peuvent plus. Sans qu'elles soient, il y a aussi pour le coup des thérapeutes pour accompagner des situations particulièrement délicates. Donc, deux premiers contextes. Et tu l'as dit, il y a effectivement l'anticipation. Ouais. Alors l'anticipation, ça peut être de ceux qui se disent de toute façon, je sais très bien que je ferai pas ça toute ma vie. Et on est nombreux d'ailleurs à avoir cette conscience-là, de se dire bon, on sait bien que le cycle, et même ne serait-ce que pour renouveler un peu quelque part son quotidien, par anticipation ou par réaction. Dans le cas justement de plans sociaux ou de restructuration qui font qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre pour se dire bon voilà, c'est le moment. Je savais qu'il allait se présenter, mais là vraiment les choses s'accélèrent et il est temps que je prenne du temps pour moi, que je réfléchisse enfin. Je l'ai jamais fait pour la suite de ma carrière. Donc voilà les trois principaux contextes. Tu posais la question chômage ou personne en poste. En fait, on observe globalement une proportion. Alors pour nous, c'est un peu plus important pour les personnes au chômage, c'est à peu près moitié-moitié. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu créer une action associative, mais qui est localisée uniquement en Île-de-France pour déployer des dispositifs de retour à l'emploi pour des cadres, principalement moins de 30 ans et plus de 50 ans, qui sont, comme on dit, éloignés de l'emploi, c'est-à-dire en situation délicate pour retrouver un travail. Donc, du coup, dans notre expérience, on a une proportion de personnes au chômage plus importante. C'est le réseau Primaveras, du coup. Exactement, ce qui s'appelle l'association, le réseau Primaveras. Donc voilà, si tu as plus de 40 ans ou de 50 ans, même de 60 ans, eh bien, c'est pas une excuse si tu as envie de changer de métier ou en tout cas de trouver plus de sens au travail. Je crois que tu me disais, il y a aussi des gens qui anticipent le déclin d'un secteur. Par exemple, si tu bosses dans l'aéronautique, peut-être tu te dis ok, j'avais déjà un peu envie de changer, mais là, clairement, c'est pas forcément un secteur d'avenir. Ou au contraire, des gens qui se disent bon, c'est bon, j'ai donné mes 5 ans là à faire un truc que j'aimais pas et à gagner ma croûte. Maintenant, j'ai un peu de sous de côté. Maintenant, je me fais passer moi en premier et maintenant, c'est le moment de kiffer un peu, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on va rencontrer dans ce qu'on a qualifié de l'anticipation. Voilà, on prend les devants sur une situation qui se produit ou qu'on voit venir pour soi ou pour son secteur professionnel ou pour son entreprise. Pour moi, ce qui vous distingue aussi, c'est que vous êtes une PME quasiment familiale, quoi, où les gens qui viennent en formation, voilà, vous les cocoonez, voilà, vous ne serez pas juste un numéro si vous faites une de leurs formations. Et donc voilà, vous proposez 2 formations. Donc votre programme phare, l'émulateur, qui dure 6 mois. Donc déjà, c'est beaucoup plus que la plupart qui durent 3 mois, justement, parce que le fantasme que ça peut aller vite. Non, en fait, c'est bien de prendre du temps. Où il y a donc des journées en présentiel, du distanciel, du coaching individualisé et du tutorat aussi, donc vraiment c'est riche. Et vous avez aussi un programme sur 2 mois, du coup une version accélérée pour ceux qui n'ont pas le temps, qui ont moins le temps. Donc par exemple des chômeurs en fin de droit, j'imagine, ou tu me disais aussi pour des jeunes où il y a peut-être moins de choses à déconstruire ou
qui mentalement ont plus d'options et se ferment moins de portes. J'arrête là parce que il voulait surtout pas qu'on parle des formations. C'est pour vous dire à quel point il n'est pas branché culte de la performance et de la rentabilité justement. Mais voilà, je sais que ça peut en intéresser certains d'entre vous, donc je voulais juste en dire 2 mots. Merci Laurent, j'étais ravi de faire cet épisode en partenariat Pierre. Avec vous. Si vous êtes intéressé par les formations de Primaveras, du coup, comme d'hab, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à envoyer ce podcast à un proche qui est en souffrance au travail et peut-être il se sentira moins seul et ça peut lui donner des clés pour agir. Merci Laurent, ciao tout le monde. Merci, ciao.